j'aimerais, avant qu'on ouvre peut-être le débat, je ne sais pas s'il est là quelque part. Jérôme, est-ce que tu es encore par là? Monsieur Jérôme. Oui, je suis là. Ah ben voilà. Un petit coup de caméra. Et alors pendant que Jérôme, Jérôme Jevin, lui, il est, j'allais dire, le renifleur des innovations et des enjeux d'innovation, des enjeux de demain en tous azimuts au sein de CFDT Cadre. Et puis il est toujours donc à Accenture. On s'est connus il y a un certain temps, comme dirait l'autre, et ben, au sein de l'IAS Geneviève. Tu vois, c'était une réunion de l'Institut international d'audit social il y a à peu près une dizaine d'années, globalement quelque chose comme ça. Alors voilà, à la fois le regard, je dirais, toi, innovation, et donc je sais que notamment les accords de télétravail, par exemple, tu as suivi ça depuis le début, mais surtout aussi les questions femmes, et puis tout le monde pendant ce temps-là, si vous voulez bien commencer à réfléchir à questions et autres, parce que comme d'habitude, le temps galope. Monsieur Jérôme, c'est à toi. Oui, merci encore une fois à nouveau pour l'invitation. J'ai écouté avec beaucoup d'attention et c'est l'avantage de passer un peu à la fin, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je situerai mon intervention sur deux choses. C'est à la fois le regard CFDT Cadre en tant que secrétaire général adjoint et aussi mon expérience de délégué syndical donc dans une entreprise où j'ai été longtemps membre du CSE, enfin à l'époque CE, CHSCT, etc. Et la problématique des données de santé justement. Alors, si je prends le côté entreprise sur les données de santé, on a toujours cette problématique, à savoir que on sait probablement collecter correctement les données par les biais de médecine du travail, etc. On ne sait pas forcément toujours bien interpréter les données. C'est-à-dire que je pense que pour une analyse réussie, il faut vraiment qu'il y ait un très bon binôme qui fonctionne entre médecins du travail et je dirais représentants du personnel. C'est pas toujours le cas, voilà, parce qu'on est tous aussi dans des optiques différentes et des visions différentes et des temps différents. Mais je dirais que c'est un binôme qui est assez utile parce que il nous permet en tout cas de faire quelque chose qui est quand même le numéro 1 pour nous syndicalistes. C'est certes de soigner, mais c'est surtout aussi de faire de la prévention. Et là-dessus, on a véritablement besoin d'indicateurs assez clés, de données, je dirais, qu'on puisse être en mesure d'interpréter avec un échantillon assez large. Alors pourquoi je parle de l'échantillon assez large? Parce que dans les entreprises, on a aussi une différence un petit peu en termes de data, hein, c'est-à-dire que si je prends l'exemple de mon entreprise, on va avoir des data assez fines sur les salariés qui sont suivis par la médecine du travail de l'entreprise. Ça va être des fois un tout petit peu plus compliqué quand les salariés sont en région et sont suivis par un SIAP, un service médical partagé, où là évidemment on a un peu plus de mal à faire un peu une corrélation sur les différentes données entre ce qu'on voit à l'extérieur dans nos bureaux en région et ce qu'on peut voir par exemple sur le bureau de Paris où là on a une médecine dédiée. Toujours est-il que cette problématique, pour nous, elle est très importante. Je vous le disais en tant que membre du CSE, puisque c'est là qu'on va voir les rapports obligatoires qui doivent être produits, qu'on va analyser. Et c'est aussi très important, évidemment, pour nourrir derrière les négociateurs, parce que le but, évidemment, aussi de ces données, c'est de faire de la négociation. De la négociation où on va essayer véritablement de faire rentrer les données de santé à peu près dans toutes les négociations. Alors pourquoi c'est important? Je pense que ça a été largement dit, et je suis vraiment très heureux d'avoir pu entendre tous ces témoignages. Sur deux choses importantes. Déjà, oui, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est ça peut paraître comme ça évident de le dire ce soir, mais on est, nous, en tant que représentants du personnel, pas toujours justement dans ces différenciations sexuées. On va être capable de le faire sur les maladies typiquement féminines ou des problématiques masculines, mais je dirais de façon générale, on va pas forcément toujours traiter les choses de façon genrée. Quelqu'un l'a très bien dit, je ne sais plus qui, mais qui a dit voilà, il y a cette peur de la discrimination. Elle est évidente, c'est-à-dire que à partir du moment où on va, il y a toujours une peur de stigmatiser une population plutôt que l'autre, etc. Donc ça devient souvent très compliqué de rentrer vraiment dans ce détail. Ce qu'on peut faire beaucoup plus facilement, par contre, à l'échelle nationale, par exemple à la CFDT Cadre, on est capable, nous, d'évoquer certains sujets parce que on ne stigmatise pas des gens dans l'entreprise quand on est représentant du personnel de cette entreprise. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose aussi importante, là, je prends ma casquette cadre, parce que je suis à la fois à la CFDT Cadre et je suis à la fois dans une entreprise où il y a 98% de cadres.
Alors là aussi, je vais le dire de façon un peu provoque, oui, les cadres ont des problèmes de santé et ont des risques d'accident. Voilà. On entend souvent que les cadres sont des C++, ils sont suivis médicalement, etc. Il faut savoir qu'on a une grosse problématique, notamment en Ile-de-France, je vais l'apprendre à personne, sur la difficulté des déserts médicaux. Voilà. On a des gens qui font beaucoup moins attention aujourd'hui à leur santé. Je dirais que là, ça s'est encore un peu accentué depuis la crise du Covid. Les gens ont laissé un peu de côté la santé. Il y a eu aussi une réforme de la médecine du travail qui fait que les visites périodiques en entreprise sont beaucoup plus espacées. Donc, on a aussi beaucoup plus de mal à faire aujourd'hui du suivi. Et puis, vous parliez très justement de ces problématiques liées au cadre. Oui, alors c'est vrai qu'un cadre a moins de risques de se blesser sur une machine dans une usine, mais il y a des risques clairement identifiés. Et là, je suis heureux que vous l'ayez cité tout à l'heure. Nous, aujourd'hui, notre problématique principale, elle est sur tous les risques psychosociaux, tous les risques liés au télétravail. Et j'irais même plus généralement au travail hybride et au management à distance, beaucoup plus que le télétravail. Pourquoi ? Parce que au-delà du télétravail, on a développé des outils aujourd'hui qui nous permettent à tous de travailler à distance. Et ce qui crée une problématique très importante, c'est qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de gens dans les entreprises qui sont managés par des gens qui sont des fois à l'étranger. Donc sur des fuseaux horaires différents, ce qui fait qu'on va avoir des gens qui vont se connecter à toute heure du jour et de la nuit, des fois sans respecter leur temps de repos obligatoire. On va avoir aussi des problèmes de tension. On sait bien que gérer une tension à distance, c'est pas du tout la même chose que de se mettre autour d'une table pour régler la problématique. On a une vraie problématique genrée, c'est-à-dire qu'on observe en effet dans les risques psychosociaux liés au télétravail une pression, quelque chose de beaucoup plus fort chez les femmes cadres que les hommes cadres. D'une façon générale, même sur les femmes que sur les hommes, toutes catégories confondues. Et je rappelle toujours ce chiffre qui a été issu d'études qui ont été faites pendant la crise sanitaire. Les personnes qui ont le plus souffert pendant la crise sanitaire d'un point de vue psychologique, ce sont les managers intermédiaires. Voilà. Dans lesquels on retrouve évidemment aussi beaucoup de femmes. Donc, cette problématique aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Eh bien, nous, en tant que syndicalistes, elle va nous interpeller. Et par exemple, je vous donne un exemple très concret sur le télétravail. On se bat dans beaucoup de secteurs pour que, par exemple, il y ait un nombre minimum de jours de télétravail. Voilà. Il faut savoir aujourd'hui, dans les branches notamment qui sont les miens, les métiers du conseil, on signe de plus en plus d'accords de télétravail à 5 jours par semaine. C'est-à-dire des gens qui vont être en permanence en télétravail, qui ne vont plus être sur le site. Ça veut dire que nous, ça va être beaucoup plus compliqué aussi d'identifier les risques. On a, et là je suis, on peut le faire ce soir beaucoup plus facilement, mais je vous assure que je prends toujours beaucoup de pincettes quand j'interviens dans des réunions comme ça. Il y a une problématique femme qui est beaucoup plus grande puisqu'on sait qu'elles assument beaucoup plus les tâches ménagères et les tâches familiales, qui font que un peu d'hommes, mais beaucoup plus de femmes, ne vont pas forcément nous dire à nous ou dire à la médecine du travail que le télétravail ne se passe pas bien. Parce qu'elles vont vouloir à tout prix conserver leur télétravail, parce qu'elles ont aménagé leur vie de cette façon-là. Elles ont supprimé parfois les gardes d'enfants à 16h30 qui coûtaient un peu cher. Elles ont supprimé certaines choses, etc. Et on a aujourd'hui beaucoup de gens qui font du télétravail aussi contre leur gré, mais parce qu'ils ont aménagé leur vie suite au Covid un petit peu de cette façon-là. Voilà, donc la difficulté aussi pour nous syndicalistes, très clairement, quand on a des gens en télétravail, c'est la difficulté de pouvoir d'identifier justement ces malheurs-là. Et ces malheurs-là, pourquoi j'en parle, ces difficultés-là, c'est qu'elles ne ressortent pas dans les datas. Et ça veut dire que ce qu'on va voir éventuellement, on va l'analyser de façon, on va prendre des biais. Quand c'était du travail en entreprise, on arrivait à prendre les arrêts maladie. Quand on est en télétravail, il y a beaucoup moins d'arrêts maladie qui sont déclarés. Pourquoi ? Parce que les gens vont continuer à travailler. C'est ce que je dis toujours. Faut voir quand même que le Covid a été une période assez forte. C'est la première fois qu'on a en gros demandé aux gens de continuer à travailler alors qu'ils étaient malades. En gros, vous aviez le Covid, si vous pouviez être en situation de télétravail, vous n'aviez pas demandé d'arrêt de travail. Il fallait vraiment être cloué au fond de vos pieds, etc. Et aujourd'hui, on voit que cette problématique qui concernait les cadres en télétravail avant la crise Covid, on parle de 4 à 5% des salariés. On est passé à 17% de salariés après la crise Covid en télétravail. On a beaucoup plus aujourd'hui de gens qui ne se déclarent pas en arrêt maladie. Combien de fois, je pense que ça nous est tous arrivé ce soir dans cette visio, à avoir quelqu'un qui se connecte en visio, dire écoutez, j'ai préféré ne pas venir au bureau parce que j'ai un rhume, j'ai préféré rester chez moi pour pas vous contaminer. En gros, je suis malade, mais je continue à travailler malgré tout. Donc, je pense que pour identifier, pour vraiment avoir ces signaux à travers les datas, etc., ça va devenir de plus en plus compliqué. Alors, on essaie d'avoir des moyens. Les entreprises ont développé des moyens, les baromètres, les choses comme ça, etc. Mais encore une fois, les données sont quand même peu fiables
et absolument pas aussi sérieuse que ce que pourrait faire un médecin. Donc on est sur du ressenti, du vécu. On a du mal souvent à avouer, comme je le disais tout à l'heure, que le télétravail se passe pas forcément bien. Donc là, en tout cas, nous, il y a une grande vigilance et beaucoup d'alertes qui sont faites sur ces sujets-là. Et on espère en effet que trouver des nouveaux moyens, voilà, des nouveaux moyens sur les datas aussi, tout en n'étant pas intrusif chez les gens, voilà, trop intrusif, etc. Mais trouver en gros de nouveaux moyens pour collecter des données qui vont nous permettre en tout cas de poser le bon diagnostic et de faire surtout les bonnes recommandations quand on va négocier les choses pour les salariés. Voilà, j'étais un peu rapide, un peu bref, mais je sais que le temps court. Merci Jérôme, et d'ailleurs merci à tous de votre vision, je dirais votre expérience encore qui est à la fois un spectre large, nuancé, divers, enfin bref, ça fait beaucoup de challenges.